Bienvenue tout le monde. Tout le monde m'entend bien d'abord. Donc, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Merci, Luc et Michel, d'être présents. Je me demande si je ne suis pas la seule personne de tout l'événement à être réellement au MILA pour un événement du MILA. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. On a des... OK pour le son, parfait. Tout le monde, bonjour les amis du MILA. Parfait. L'objectif du panel aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet qui me tient à cœur puis qui tient à cœur à nos deux panélistes. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut améliorer le transfert technologique. On voit qu'on est une star en recherche, il y a des publications à n'en plus finir, mais quand on est sur le terrain, il y a vraiment un manque dans la commercialisation de ces innovations-là. Je vais commencer par introduire nos deux panélistes. Michel Laflamme est la fondatrice et présidente de Emovi, une compagnie d'appareils médicaux qui a développé KNI-KG, l'appareil qui permet de mesurer les fonctions du genou avec des KPI quantifiables avec des KPI quantifiables. Elle a plus de 20 ans d'expérience en affaires et en développement commercial en sciences de la vie, en biopharmaceutique et en appareils médicaux. En 2008, elle a reçu le premier prix d'innovation et de technologie du Concours québécois en entrepreneuriat avec le support de PME Montréal, Desjardins et la Ville de Montréal. Elle a formé le groupe CTS Santé, une organisation qui aide les entreprises en appareils médicaux puis à commercialiser des produits. En 2009, elle a été finaliste de Ernst & Young Entrepreneur de l'année. Elle est beaucoup d'accomplissements. Elle est sur le CA de PME Montréal, de MedTech, et elle a un background comme moi, en fait, en droit. Luc Sirois est titulaire d'un bac en génie électrique de l'Université McGill, un MBA de Harvard. Il est un dirigeant entrepreneur très reconnu et très, très innovant. Je pense que vous aurez la chance de l'entendre là-dessus. Il a cofondé Hacking Health, que à peu près tout le monde ici doit connaître, et aussi cofondateur de Resonant Medical, qui est maintenant Electa Canada, une entreprise d'avant-garde en radio-oncologie. Il a œuvré comme vice-président chez TELUS Santé, Télésystème, Nightingale et gestionnaire chez McKinsey. Présentement, il est directeur général de Prompt, un organisme à but non lucratif qui facilite la création de partenariats en R&D. Et plus récemment, il a été mandaté par le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, pour, d'une certaine façon, aider à résoudre le problème dont je parlais précédemment, c'est-à-dire la question très importante du transfert technologique. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir tout régler la question en 30 minutes. Exactement. D'ici il nous reste 26 minutes, ça va être fini par la suite. Pour me présenter, moi, Jérémy Lavoie, je suis le PDG d'une compagnie qui s'appelle AFX Médical, qui fait du logiciel d'analyse d'imagerie médicale pour le cerveau. Donc, c'est une start-up. On travaille avec le MILA, on fait partie de l'espace CDPQ où je suis présentement. Et évidemment, comme compagnie, nous, on a la perspective très, très commerciale dans tout ça. Donc, pour débuter, pour aller vraiment dans le vif du sujet, est-ce que, Michel, Luc, vous pourriez commencer par me parler un peu de vos expériences en matière de commercialisation de recherche universitaire, puis quelles leçons est-ce que vous en avez tirées? Vous pouvez commencer, celui de vous deux qui préfèrent. Bien, écoute, Michel, juste pour le fun, je vais parler un petit peu, si vous me permettez, montrer un petit peu, vous savez, à l'époque, nous, ce qu'on a fait, en commercialisant une invention qui avait été faite au MUHC, c'est un système, la technologie à la base, c'était pour localiser dans l'espace d'une salle de traitement les tissus mous, les images de tissus mous dans l'espace. Et en fait, en termes d'application, ce qu'on a fait avec ça, c'est de pouvoir permettre de voir l'emplacement de la tumeur qui doit être irradiée en cours de traitement parce que la tumeur, elle bouge, elle se déplace, elle change de forme et en conséquence, le traitement, lui, qui est envoyé à la tumeur, qui est toujours fixe au même endroit, rate la cible trop souvent et détruit des tissus mous, mais pire, manque la qualité du traitement. Alors, on a commercialisé ça à partir de 2003 en créant une entreprise, en faisant un spin-off donc de McGill, en finançant par du capital de prédémarrage, puis toutes les étapes par la suite.
Et puis en 2009, l'entreprise est devenue Elakita Canada. Elle continue de commercialiser l'ensemble de ces technologies, de ces produits-là, mais elle a ajouté aussi beaucoup de nouveaux produits et technologies. Alors, c'est ça de mon côté, là, Michel. Merci, Luc. De l'autre côté, effectivement, on commercialise un appareil d'évaluation pour le genou. C'est un outil d'aide au diagnostic. Quand quelqu'un a mal au genou, c'est dans le mouvement que ça se passe. Et puis, on va voir un médecin, puis on dit, ben, j'ai mal là, ça fait ça. Et le médecin doit déterminer qu'est-ce qui se passe. La radiographie, la résonance fournissent des informations qui sont statiques, donc ne corrèlent pas avec les symptômes du patient. Le NIKG, pour faire un petit clin d'œil au EKG, électrocardiogramme, c'est un peu comme l'électrocardiogramme du cœur, mais pour le genou. Ça permet de vraiment diagnostiquer les causes, qu'est-ce qui est en lien avec les symptômes du patient. On utilise de l'intelligence artificielle depuis 2008 dans le système pour pouvoir déterminer que veut dire l'information. On l'a donné comme un traitement à l'information qui est un signal. Et puis, on dit, bon, on le transforme en langage cohérent pour le médecin et le physiothérapeute. Et après ça, on utilise l'intelligence artificielle aussi pour dire quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en présence de ces déficits-là, de ces problèmes-là. Ça vient de 2 universités, 3 en fait, l'École de technologie supérieure Polytechnique et le CHUM. Donc, il a fallu négocier les ententes avec 3 organisations, 3 sociétés de valorisation. Ça, c'était en 2007, ça m'a pris 1 an. Et puis, on a fait finalement l'acquisition des droits en 2012 pour une partie, puis du EKG, puis on est resté en sous-licence pour l'intelligence artificielle parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, les algorithmes, c'est une question de développement continu, de collaboration continue. Donc, nous, notre modus operandi, c'est de continuer à collaborer, investir dans la recherche au Québec avec les institutions de recherche universitaire. Merci beaucoup. Effectivement, on voit l'examen du genou ici, l'examen qui est fait sur un tapis roulant avec un exosquelette qu'on vient placer sur les condyles là, pour aller vraiment cibler, aller capturer les os et de suivre le mouvement en temps réel. Alors, c'est notre histoire avec les organisations de recherche. Ah, merci beaucoup, Michel. Qu'est-ce que vous pensez qui explique le fait que vos 2 entreprises soient des success stories, en guillemets, c'est-à-dire que vous avez réussi à commercialiser de la recherche universitaire pendant que plusieurs autres ont moins de succès, disons? Bien, je regarde Michel et je me dis, bien, je pense que vous avez le secret du succès devant vous. Là, c'est une entrepreneur, ce n'est pas la scientifique. Puis en équipe avec l'équipe de recherche, bien, chacun a mis ses talents à contribution. Je pense que ça a été une grande différence. Chez nous aussi, le chercheur avait beaucoup d'intuition, mais un grand talent au point de vue de la profondeur scientifique, de la science. Mais bon, on s'est associé avec Fred Francis à l'époque et moi-même, François Perraton aussi, des gens qui avaient plus d'expérience d'affaires, puis qui étaient dans ce mind, dans cette habilité-là d'amener des choses au marché. Et puis, du duo, ça fait c'est extraordinaire. Michel, je ne sais pas comment toi, tu as vécu ça. Bien, c'est effectivement une bonne réponse. Je pense que le secret, on n'est pas au bout de nos peines, on s'entend, on est comme encore à mi-chemin de bâtir une entreprise de taille, mais le secret est dans les attentes, de mettre au clair les attentes de chacun. Puis dans ça, il y a chercheur, entrepreneur, ça veut dire que le chercheur, lui, veut pouvoir publier. Nous, on voulait pouvoir commercialiser. Les 2, c'est possible. Ça a même été exponentiel parce que nous, ça a été de dire, bien, pour commercialiser, il faut faire connaître, il faut faire du bruit, il faut être sur tous les plateformes, les conférences. Et qu'on a investi dans une stratégie de publication. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut publier? Il faut revenir à la base, faire un literature review. Il faut, après ça, documenter dans la validation technologique. Après ça, il faut aller dans les journaux cliniques. Chaque journal clinique, il a fallu documenter par des études cliniques chaque point qu'on voulait, chaque clinical endpoint qu'on voulait prouver. Puis on disait, bien, si on réduit la douleur, il faut le démontrer. Si on augmente la fonction, il faut le démontrer. Si on dit que les patients sont plus satisfaits, il faut le démontrer. Fait que ça l'a amené, on a maintenant plus que 100 publications.
Puis ça, c'est un dossier solide. C'est un dossier solide pour quand on présente le produit à des acheteurs, à des preneurs, ben notre dossier, c'est une coche. C'est-à-dire, OK, checklist, ça c'est fait. Le dossier est crédible. Maintenant, c'est plus une question de logistique, d'implantation, c'est une logistique de modèle d'affaires. C'est drôle, Mais Michel. C'est dommage parce que dans notre cas, le CTS n'existait pas. Alors, on n'a pas pu bénéficier de ces conseils-là et on a fait l'erreur de ne pas le faire. Et on a perdu des années comme ça en pensant qu'on pourrait y arriver autrement, mais tu as tellement raison, la profondeur que ça donne avec les publications. Nous, on a focalisé beaucoup sur s'assurer de créer des codes de remboursement pour l'usage de la technologie. On s'est assuré aussi d'avoir une légion de brevets, non seulement les nôtres. Donc, Tony, avec Martin Lachaine, avait une stratégie de brevet très élaborée pour le brevet de base, une stratégie de brevet défensif, offensif aussi. Puis, on a pris des licences de quelques centaines de brevets d'universités canadiennes pour assurer une base pour être de défense éventuellement, puis être certain que, on n'enfreignait pas personne, puis on payait nos dus aux gens qui avaient développé les technologies d'imagerie. c'est des bons points. Puis à ça aussi, nous, on a mis aussi une stratégie de leaders d'opinion, c'est-à-dire des leaders d'opinion, des KOL qui peuvent endosser, qui participent au message clinique, des KOL qui ont un background clinique. Mais aussi récemment, depuis le lancement commercial qu'on a fait en 2019, de se lancer vraiment avec un modèle d'affaires plus go marketing, là, on a été chercher, on a travaillé sur le branding, sur une stratégie marketing avec des ambassadeurs, dont Laurent Duvernay-Tardif, Brunet Surin. Ça a été clé. C'était vraiment, ça a créé un bel impact pour nous. Mais on était mature, on était rendu là. Trop tôt, c'est pas bon. Puis, mais quand on a la crédibilité, on a les brevets, on a les KOL. Le fait que je pèse 320 livres à la Excusez, non, je ne veux pas. c'est bon. Il est impressionnant comme client, exemple que vous avez permis de ramener au jeu en quelques semaines grâce au Nikkeji. C'est dur de trouver mieux. Oui, on a eu la chance de travailler avec Laurent, qui avait mal au genou depuis 2 ans, des blessures qui avaient laissé des douleurs résiduelles. Puis en 3 semaines, même malgré le fait qu'il était épaulé par les meilleurs, meilleurs médecins, meilleurs physio, la douleur ne partait pas. Puis nous, en moins de 3 semaines, c'est parti comme ça parce qu'on a identifié la cause de sa douleur. Et puis, il est ambassadeur maintenant là, pour la génographie, l'examen qu'on fait avec le système Nikkeji. Il est impressionnant parce que 6 pieds 5, 300 livres, des mains grosses comme mon ordinateur, c'est quelque chose. Aïe, aïe. Ouais. Nous, il y a quelque chose que je regrette qu'on a fait à l'époque. Maintenant que je travaille chez Prompt, et Prompt, on finance l'innovation collaborative, donc une entreprise qui travaille avec un chercheur académique et ses étudiants, son laboratoire qui reste dans le sein du milieu académique. Nous, le chercheur, ça n'a pas été une erreur parce qu'aujourd'hui, Tony Falco, c'est un grand leader qui a appris à devenir PDG, qui a appris le métier de la direction d'entreprise, qui était très, très bon. Il y a eu la médaille, le prix du Québec, c'est un grand ambassadeur. Mais maintenant, je vois comment on peut gagner à garder le professeur-chercheur dans leur laboratoire, dans l'université, puis de combiner les deux et puis de développer un partenariat, une alliance, puis de propulser les choses ensemble, les développer ensemble, puis de bénéficier de plein d'avantages ce faisant. Nos compétiteurs l'avaient fait, bénéficiaient avec seulement 22 millions, ils avaient développé des technologies extraordinaires en fait ça. Mais parce que c'était resté dans l'université du Milwaukee, ce que nous, on n'avait pas fait, on avait sorti les chercheurs pour les emmener sur notre payroll. Merci au crédit d'impôt à la R&D, mais ça a pris beaucoup de capital de risque. Oui, c'est vraiment intéressant ça. Puis par rapport à ça, ça nous amène à un sujet que je trouve moi, particulièrement intéressant, c'est on sait tous que les intérêts justement des chercheurs et des gens en commerce ne sont pas toujours alignés. Puis Michel, c'est intéressant ce que tu disais sur ta stratégie de publication parce que justement,
les publications, dans la plupart des industries, ce n'est pas aussi important qu'en santé. En santé, au moins, on a cet intérêt-là qui est aligné où le chercheur a autant, sinon plus, intérêt à publier que l'entreprise pour sa commercialisation. Où est-ce que vous voyez des intérêts qui sont alignés déjà ou qui devraient l'être? Je pose une question ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Puis, vite comme ça, le premier qui nous vient, c'en est un qui est assez connu, c'est celui de la propriété intellectuelle où bien des chercheurs ont une préférence pour mettre leur travail en open source parce que ça permet une plus grande adoption, que semble-t-il que ça donne un avantage pour obtenir certaines subventions. Mais évidemment, si la technologie est en open source, c'est pas possible de la breveter. Puis, la nécessité de breveter est hyper importante en santé. Donc, vous savez, le premier engin de recherche intelligent du web a été inventé à l'université McGill. Il a été mis en open source. Et puis, on connaît la suite. Donc, clairement, on a un point par rapport à ça. Puis, est-ce que tu as une opinion sur l'open source, Michel? Ou Luc, si tu veux continuer? Je pense qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, à la vitesse où on doit développer, on ne peut pas fermer les choses. Je pense qu'il faut plutôt développer des façons, quand on pense à Ubuntu, des façons d'exploiter commercialement ce qui peut être certains éléments qui sont rendus publics pour le développement de la science, de la technologie, du savoir puis de l'humanité. Comment après ça être capable d'être rapidement capable de packager ces choses-là, ajouter de la valeur en SIA par-dessus, breveter des éléments. Puis aussi, il faut réaliser quand on met les choses en open source, elles ne sont pas toujours nécessairement mises, comment dire, la licence et la propriété n'est pas donnée donc, quand tu utilises du matériel open source, il est utilisable, mais il y a quand même une licence attachée, il y a quand même des droits vers les créateurs, donc, il y a des façons pour les générateurs de pays qui est mis en open source de l'utiliser comme façon de développer le contexte, développer l'industrie, mais de pouvoir quand même rester au cœur de ces développements-là. Donc, c'est bon et c'est dangereux. Il faut utiliser le bon côté de la force. Ça, c'est bien. Michel, est-ce que tu veux glisser un mot là-dessus? Je sais qu'on en a parlé précédemment, puis tu avais une opinion assez intéressante. Mais un peu qu'est-ce que Luc a mentionné, il y a des géants qui sont nés de ces modèles-là de l'open source. Je pense que c'est en ouvrant notre jeu que souvent on attire les bons collaborateurs. C'est comme ça aussi qu'on se fait connaître. Il faut savoir, je pense, bien utiliser l'open source. Chaque cas est un cas d'espèce. Ce n'est pas applicable à tout le monde. C'est bien entendu des personnes qui n'ont pas le choix d'essayer de protéger tout ça, mais en même temps, il y a peut-être façon de protéger certaines applications. Puis les brevets, c'est peut-être pas juste la solution. Il y a peut-être d'autres façons de protéger de la propriété intellectuelle. Mais chaque cas est un cas d'espèce. Mais je suis d'accord avec Luc. On n'a pas le choix. Maintenant, on n'est plus dans la fabrication. On est parti d'une société de fabrication vers une société du savoir. La société du savoir, c'est des algorithmes, c'est des bases de données, c'est des mises en commun d'informations. Donc, on n'a pas le choix de faire avec. Il faut trouver des nouvelles façons d'aller tourner ça en données tangibles et sonnantes, donc de faire des revenus avec ça, puis de se protéger là-dedans. Puis des bonnes ententes commerciales avec des bons joueurs, ça vaut autant, je fais attention parce que je suis avocate, je fais attention à ce que je vais dire, mais ça peut valoir quasiment autant qu'un brevet parce que le brevet, n'oubliez pas que c'est un droit de vous défendre. Les investisseurs nous l'exigent, mais c'est quand même juste un droit de se défendre. Ça n'empêche pas quelqu'un de nous compétitionner, puis de nous copier, puis tout ça. Il faut avoir les moyens financiers de se défendre. En sciences, en technologie de la santé, on avait trouvé ça difficile d'intégrer du open source, entre autres parce qu'on doit valider chaque composante du produit, être capable d'avoir une traçabilité détaillée du design, puis d'être capable de retourner à l'arrière s'il y a des problématiques qui surgissent pour être capable de mettre des mesures correctives en place. Donc, du open source, si ça requiert... c'est un niveau de difficulté additionnel pour le valider dans des systèmes fermés. Puis
dans les contextes réglementaires. Là, fait qu'il y a cette petite note-là. Et en IA, puis je pense qu'on va aller vers ça, en IA, ben, c'est tout un autre univers là, qu'on aborde. Oui, exactement. Puis justement, en parlant d'univers, j'aimerais aborder la question de vraiment local, c'est-à-dire Québec, Canada, parce qu'il y a cette perception-là que on est particulièrement débalancé entre l'excellence en recherche puis les difficultés en commercialisation. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que c'est vrai et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le transfert de connaissances, le transfert de technologie où, au bout de la ligne, on se retrouve pas seulement avec des papiers qui ont beaucoup de citations et qui sont très intéressants, mais qu'on se retrouve avec des entreprises qui peuvent vraiment bénéficier de ces innovations-là. Je suis certain que les deux, vous avez beaucoup d'opinions là-dessus. Je peux donner peut-être une expérience personnelle récente. Bien, premièrement, la première licence que j'ai négociée en 2007, ça m'a pris 1 an. C'est très long. Il faut vraiment être persévérant. Puis, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes impliquées, il y a beaucoup d'enjeux. Ça, c'est un des freins. Récemment, cette année, là, en 2020, là, on a commencé un dossier de négocier. Il y a 3 institutions. On a commencé à négocier les droits en, je pense que c'est au mois de février-mars. Le dossier n'est pas clos encore. C'est très long parce que chaque institution a une vision différente de la protection de ce pays. Puis nous, on est comme pris dans ces 3 visions-là, qu'on ne peut pas changer les pratiques universitaires ou institutionnelles. On essaie de trouver des compromis. Alors, c'est le manque de cohérence dans les universités actuellement face à leur pays est un frein. Parce qu'on l'a dit tantôt, là, les technologies ne sont plus développées en vase clos. Sont développées, les chercheurs collaborent. On a parlé d'open source, mais on parle de collaboration ouverte. Hein, donc, il y a même de la collaboration avec d'autres institutions outre-mer. Là, quand on parle d'après ça de donner une licence à une compagnie ou de céder les droits à une compagnie, la chaîne de titres est complexe. Fait que ça, il faudrait simplifier. Ça, c'est une des barrières au Québec là, qui nous empêche, c'est le manque d'uniformité, puis le manque d'avoir une vision commune de l'API. Ça ralentit beaucoup les dossiers, puis à un tel point que beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas faire affaire avec le milieu de recherche publique parce que c'est trop long. C'est trop long, puis après ça, ben, la clé étant dans la collaboration à long terme, mais ça veut dire qu'il faut travailler en collaboration, mais on est dépendant des étudiants qui vont être mis au dossier, qui fait son doc post-doc cette année, as-tu une subvention ou pas? Fait que c'est plus long. Mais le degré de qualité est incroyable. Moi, je crois en ça, puis je me dis, OK, c'est long, mais c'est correct. Nous, on veut être une entreprise d'innovation de rupture. On ne veut pas être un MeToo. Fait qu'on investit dans cette approche-là, mais on fait face à des gros, gros défis là, qui ont trait, je pense, beaucoup à cette divergence de vision-là. Quand tu poses la question, Jérémy, c'est-tu vrai? Ben, les chiffres, les données parlent d'elles-mêmes. C'est pas une question d'opinion. Le Québec est loin derrière. Je pense que c'est 37e dans les statistiques de l'AUTM en termes de technologies commercialisées, brevetées versus les dollars investis en R&D. Bon, c'est étonnant de voir ça, puis on dit, ben voyons donc, on a cette intuition-là, mais quand on regarde les chiffres, c'est cruel, c'est dur. Puis, heureusement, il y a peut-être une petite étoile qui brille un peu, c'est en termes de contrats de recherche, là, on est un peu plus fort au Québec peut-être qu'ailleurs. Puis, on arrive à faire contrats de recherche, ben, c'est des collaborations justement entre des entreprises comme Emovi puis ETS où l'on travaille ensemble sur un projet commun, puis l'API est partagée, où il y a des ententes de pays à ce moment-là. Puis là, il y a une commercialisation sans avoir de brevet nécessairement, parce et ça, on est un peu plus fort là-dessus. Puis il y a du transfert aussi de connaissances par les étudiants eux-mêmes, par le travail conjoint, par la création de main-d'œuvre hautement qualifiée qui est transférée. Fait que ça, c'est un petit baume sur la plaie, là. Moi, je pense qu'en quelque part, il y a une question de culture. Hein. On n'a pas, pour beaucoup de chercheurs, beaucoup d'entreprises, d'étudiants gradués, on
cette notion-là est mal comprise. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien, ça contribue à la promotion, la vulgarisation de l'importance du transfert technologique, l'opportunité du transfert technologique pour beaucoup. Et puis, il y a une question aussi de peut-être être un petit peu plus aguerri pour mettre en place des gens là, sur le terrain là, qui vont, des scouts qui vont travailler, qui vont faire partie des équipes qui vont se réunir autour de la machine à café avec les chercheurs aussi, puis qui vont être capables de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe des gens au concept, aux connaissances d'affaires, qui vont être capables de dénicher, puis de planter la graine, puis de dire, ah, il y a du potentiel ici, puis il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça pour l'amener à la société, l'amener aux entreprises, puis peut-être même créer une spin-off avec ça. Mais je peux rajouter que comme défi, il y a toute la question de l'attente, hein. On a parlé de ça au début, les attentes. Il y avait, je pense, une vision au Québec de penser que la propriété intellectuelle rendrait riche, va procurer des revenus à l'université, mais la vraie richesse est dans la création d'emplois, dans les réinvestissements en R&D, l'impact social. Dans le milieu de la santé, c'est en même temps, c'est l'amélioration du système de santé, mais que ce soit dans d'autres, si on parle en TI, mais c'est l'avènement d'un un nouvel outil et tout ça. Donc, il y a un impact sur la société, il y a un impact en termes d'emploi. Puis ça, on oublie que c'est le meilleur impact, c'est le meilleur investissement. Alors que là, on traite le dossier comme, OK, il faut qu'on on parle de royauté qui va retourner à l'université, mais les chiffres là-dessus, celui qui va pouvoir peut-être être plus près de la réalité que moi, mais je pense que les C'est 1 sur 1000, oui. C'est ça, Et l'université avait eu historiquement cette espérance-là de dire, ben celle-ci, c'est celle qui va nous rendre riches. Et en conséquence, ça fait des négociations difficiles et ça arrive 1 fois sur 1000. Mais parce que c'est l'université qui paye la facture du travail de transfert, l'équation ne marche jamais. Puis comme Michel le dit, parce que c'est la société, le gouvernement, les systèmes de santé, les institutions, la richesse créée par les emplois, par la fiscalité ou des entreprises à succès et tout. C'est comme ça que le gouvernement a décidé de dire, bon, on va arrêter de demander aux universités de payer la facture du transfert puis de la valorisation. C'est quelque chose qui est essentiel pour la société, pour le Québec moderne, pour créer des entreprises à succès qui vont créer la richesse pour la société québécoise et être capable de se payer les services sociaux, la culture et toutes les institutions qu'on aime et qu'on désire maintenir très fortes, on va donc prendre nos responsabilités puis dire, OK, si c'est important pour la société, c'est la société qui va s'en occuper, qui va payer pour. Ça, c'est une note positive. Justement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Luc, par rapport aux zones d'innovation, dans le fond, je sais qu'au MILA, essentiellement, nous, comme start-up, on a un espace ici parce que l'idée à la base était d'avoir de l'espace physique pour les compagnies, pour faire des interactions. Évidemment, il y a une très bonne raison pourquoi il n'y a pas beaucoup d'interactions ces temps-ci. Vous devinez pourquoi. Puis, je pense que c'est intéressant parce que on n'a pas eu le temps d'en parler, là, on est déjà à court de temps, mais la volonté du gouvernement actuel de centraliser le travail de transfert technologique sous ta gouverne, en tout cas pour le début du projet, devrait pouvoir aider par rapport au problème que Michel soulignait de cohérence. Est-ce qu'on peut avoir un scoop à cet effet-là? Pour le scoop, on ne pourra peut-être pas, mais stay tuned parce que quelques nouvelles informations vont être publiées bientôt, mais centraliser, c'est peut-être un mot difficile, c'est de dire, on va plutôt que d'être éparpillé, on va s'assurer d'avoir consolidé les ressources pour vraiment être des vrais pros, avoir plus de ressources pour être plus astucieux, plus compétents, plus connaissants, plus branchés sur les marchés, sur les verticaux, sur les niches, être capable d'avoir des ressources pour aller explorer, comprendre les opportunités dans les marchés. Et en même temps, avoir aussi peut-être plus de ressources pour être capable d'avoir justement les scouts sur le terrain, la présence locale, puis d'avoir finalement, il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé, c'est
bien, il y a, au niveau des fonds de maturation, ça va être augmenté pour pouvoir maturer un peu les technologies, mais aussi le fonds de préamorçage là, pour aider à la création d'entreprises, puis l'essaimage, le démarrage d'entreprises ou le support d'entreprises naissantes qui sont issues de résultats de recherche publique comme ça. Je m'excuse, j'ai un petit chien ici qui, lui, ne comprend pas du tout le concept de webinaire. Oh, ben, c'est tout le temps qu'on a. Merci énormément. C'est vraiment très, très apprécié. Michel pourrait peut-être dire un dernier mot aussi. Un mot de la fin, Michel? Ben, en fait, on peut peut-être laisser la place aux gens qui assistent s'ils ont des questions. Puis en attendant que les questions apparaissent, ce que je peux dire, c'est qu'on doit aussi miser sur l'éducation parce qu'il y a souvent un disconnect entre souvent, peut-être les chercheurs ou l'université pensent que la technologie est prête, elle va être commercialisée comme ça. Mais il y a un travail de fond à faire qui est beaucoup plus grand qu'on pense. Même moi, quand entrepreneur, je ne pensais pas que ça prenait tout ça, là, puis je l'ai fait à quelques reprises. Puis c'est toujours plus lent, plus long, plus coûteux que je pensais au début. Puis déjà, j'avais un disconnect avec ce que l'université au départ pensait. Fait qu'il faut vraiment expliquer, là, notre job comme entrepreneur, c'est aussi de se dire, bien, voici les étapes que je vais avoir à faire. Là. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc, aidez-moi. Il faut qu'on s'entraide. Puis, il faut penser à peut-être dans les formations et autres, qu'est-ce que ça veut dire par commercialiser une innovation? Tout le chemin, le labyrinthe auquel il faut passer, ça ne se fait pas en criant ciseaux, puis la prise de risque est souvent pas bien comprise. Ça pourrait aider aussi dans la réconciliation des attentes entre université et entrepreneurs. Oui, mais c'était une des questions du public par rapport à ça, par rapport à bâtir de la cohérence entre les différents paliers, parce qu'en effet, c'est déjà tellement de travail de bâtir une compagnie. Si en plus, il faut qu'on parle à différentes personnes qui ont des discours différents, puis Dieu sait, par université, au provincial, au fédéral, et que, comme à peu près toutes les autres compagnies, on a comme objectif de vendre aux États-Unis, donc l'objectif ajoute un autre niveau de complexité. On a vraiment quelque chose... il y a vraiment du potentiel dans une augmentation de la cohérence. On a une question par rapport à la formation. Il dit, qu'est-ce que le Québec peut faire pour promouvoir la formation en entrepreneuriat, par exemple, au niveau des chercheurs? Moi, je peux vous dire mon point de vue là-dessus. Je pense que la personne qui décide d'être chercheur dans sa vie n'est probablement pas le profil pour devenir entrepreneur. Puis la personne qui veut le profil entrepreneurial est probablement la dernière personne bonne pour devenir chercheur. Je pense qu'une bonne collaboration est essentielle entre les deux. L'AUTM aux États-Unis a même fait un statement en disant, mettons l'emphase sur le besoin de développer de la high quality research par les chercheurs, puis de faire de la bonne commercialisation par l'entrepreneur. Puis c'est probablement faux de penser qu'il faut demander à un chercheur de devenir entrepreneur. Il y a souvent cette pression-là qu'on met dans le système sur le chercheur pour que lui parte un spin-off, pour que lui parte un... Mais pourquoi on ne le met pas en collaboration avec quelqu'un qui peut le faire en parallèle, que chacun va avoir la job qui fit avec son profil, tu sais? Parce que c'est toute une pression qu'on met sur les chercheurs de dire... On a ouvert sur ce thème-là en montant comment toi, tu étais un entrepreneur puis tu avais travaillé avec des chercheurs. Je pense que l'éducation, elle pourrait être possible. Je pense que dans le curriculum, ça pourrait faire partie des choses de base. La société de valorisation, les universités pourraient aussi développer un curriculum puis des formations pour permettre une culture d'innovation, une compréhension de ces choses-là. Pas pour devenir entrepreneur, comme Michel l'a dit, mais comprendre comment on peut faire équipe avec des entrepreneurs, comment une technologie peut être implantée dans le marché, avec qui travailler. C'est un autre point, c'est difficile de trouver justement le porteur de ballon entrepreneur. C'est comme laisser les choses un peu au hasard de la vie, de rencontrer peut-être quelqu'un qui pourrait être bon. On devrait structurer la capacité d'avoir des pools d'entrepreneurs, former des entrepreneurs qui pourront, eux, être des porteurs de ballon de
résultats de recherche, de découvertes académiques, de découvertes faites par le milieu académique et tout ça. Il y a des fonderies, hein, c'est un modèle qui a commencé à exister, entre autres à Concordia avec F1 Lab, Tandem Lunge qu'on connaît, qui est privé, mais c'est un métier qui existe. Même chez Hacking Health, on s'était fait dire souvent, c'est bien beau, là, inventer des trucs en quelques jours, mais le pauvre clinicien qui se fait dire tout à coup, ben oui, c'est super, ben amène ça à travers tout le pays, puis bâtir une entreprise. Ce n'est pas son métier. Michel a raison, mais il faut en plus trouver des façons structurées des pools et l'accès à des personnes qui seront des porteurs de ballons pour pouvoir franchir des bloqueurs comme les Laurent Duvernay-Tardif. Bon, mais c'est excellent, c'est super intéressant. J'espère qu'on va avoir la chance d'en entendre plus. Ben oui, le FORPIC, hein, Martin Couillard nous dit venez, c'est une belle grande conférence. À chaque année, on parle des questions de pays comme ça. Il y a 3 ans, c'était un grand forum. Je faisais des blagues en disant, Jérémy, écoute, ces questions-là, on peut en parler pendant des jours avec des spécialistes de tous les domaines. Puis le FORPIC, ben, c'est une grande conférence IP organisée par ce groupe-là de bénévolat motivés qui va avoir lieu au printemps, auquel on va tous participer. Je vous invite tous à y participer pour avoir ce genre d'échange et de réflexion, puis de s'alimenter comme praticien de la valorisation, du transfert, de la propriété intellectuelle. On a beaucoup à apprendre pour devenir compétent puis se garder dans les meilleurs au monde. Oui, puis c'est le genre de choses où, jusqu'à ce qu'on ait une structure organisée, ça reste très old school dans le sens où il faut que les gens se rencontrent, parlent et c'est des contacts personnels. Il n'y a pas de substitution pour l'instant. Donc, c'est le 13 mai 2021. J'espère qu'on va pouvoir le faire en personne. On va être optimiste là-dessus. Il le faut. Donc, c'est parfait. Merci tout le monde. Merci énormément. C'est vraiment très, très apprécié. Il y avait une belle grande gang. On a monté à 35 participants au pic aujourd'hui. C'était fascinant que vous soyez tous venus pour des sujets comme ceux-là. Merci d'avoir organisé ça, Jérémy. Merci au Mila de faire des tables rondes comme ça. Merci pour l'invitation.